revivons le traumatisme ensemble. Merci Mappa. Non, sérieusement, merci Mappa pour cette saison 2 partie 1 qui était vraiment géniale. L'épisode 5 vient de sortir et ça conclut parfaitement l'arc du flashback de Gojo, mais aussi de Suguru Geto. Et par la même occasion, cela pose les fondements du monde de Jujutsu Kaisen tel qu'on le connaît dans le temps présent. Un épisode qui en apparence paraît beaucoup plus centré sur le personnage de Geto, mais qui en vérité dépeint aussi le monde de Jujutsu Kaisen avant ces événements du passé, mais aussi après, l'évolution des personnages tels que Gojo ou Taime et aussi tout simplement le monde des exorcistes. Petit aparté, on se rend compte véritablement que le problème dans cet épisode n'a jamais été Toji. On dit toujours que c'est Toji l'événement qui a tout changé, et c'est vrai, j'ai même sorti une vidéo là-dessus, mais en même temps, et je le dis aussi dans cette vidéo, mais Toji est une conséquence du monde de Jujutsu Kaisen. Toji est un homme traumatisé par des lois anciennes qui l'ont stigmatisé autant au niveau du monde des exorcistes qu'au niveau de son clan, ce qui l'a amené à faire ce qu'il faisait. Et même chose pour les lois anciennes qui ont amené Rico à mourir, mais qui ont aussi amené Geto à porter ce fardeau en tant qu'exorciste. Bref, cet épisode est aussi, je pense, dans son thème général, une grosse dénonciation des conservateurs dans une société qui refuse d'évoluer et surtout de prendre en considération le mal-être de ces individus. Je pense qu'il y a un gros écho qui est fait, un gros parallélisme par rapport à la société japonaise, qui est une société où justement de ce que l'on sait, avec la culture des salaryman, avec la culture de l'entrepreneuriat et tout, et même avec le manga qui sort en ce moment Zom 100, qui justement, About the List of the Dead, qui montre justement que les Japonais connaissent un stress énorme. N'oublions pas que la source des fléaux, c'est le stress des Japonais, et je pense encore une fois que Gege Akutami a voulu dénoncer via son manga, et c'est pour ça que peut-être qu'il a énormément de succès au Japon. Jujutsu Kaisen est un manga qui va parler au peuple japonais et qui va surtout leur dire: je vous comprends, je vois le mal que vous vivez. Et donc je vois très bien des gens qui doivent enchaîner plusieurs heures sup dans une entreprise où ils perdent toute forme d'individualité. Encore une fois, ça fait un grand parallélisme avec Geto, et qui encore une fois se voit totalement détruit, ayant la charge d'un fardeau immense sur leurs épaules. Enfin bref, je trouve que cet épisode, oui, est un épisode très intéressant pour nos personnages, est un épisode très intéressant pour comprendre le monde du Jujutsu Kaisen, comment il a évolué et surtout comment il n'a pas évolué, et aussi un bon miroir, un bon parallélisme par rapport au monde moderne japonais que subissent du coup les jeunes salaryman dans le monde de l'entreprise et du travail, mais aussi des fois par des cultes et des traditions anciennes. Rappelons encore une fois que par exemple dans les combats de sumo, les femmes ne sont pas autorisées parce qu'elles sont censées être des êtres impurs par rapport à leur menstruation, tout cela. Enfin bref, Jujutsu Kaisen, c'est hyper intéressant comme œuvre pour avoir un regard sur les problèmes qui amènent une forme d'anxiété, d'angoisse, de stress chez le peuple japonais, et c'est des fois même pas du tout caché. Mais on avait dit qu'on parlerait de l'épisode, et surtout en parlant de l'épisode, on a surtout mobilisé Mappa et son animation. Et parlons-en de cette animation. J'avoue que je suis beaucoup plus fan de la saison 2 que de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, même si les couleurs paraissent plus chatoyantes, plus vivantes. Ça n'enlève pas l'aspect tragique de la saison 2, au contraire, ça l'exacerbe par moments, parce que ça montre que c'est une période où nos personnages étaient véritablement heureux, une période où nos personnages connaissaient des moments de jeunesse, des moments d'insouciance et surtout d'inconscience par rapport à tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et c'est quand ils prennent conscience de comment le monde est fait, c'est quand Gojo se rend compte de la présence du culte astral, de ce qui se passe dans le monde par rapport au plasma stellaire. Rappelons qu'il n'était pas au courant de ce que c'était un plasma stellaire au début de la saison. Quand Geto se rend compte de tous les sacrifices que doivent faire les exorcistes par rapport aux non-exorcistes qui n'ont aucune reconnaissance vis-à-vis d'eux. Parce que, encore, c'est très intéressant, la saison 2 commence avec un discours porté par l'un qui va totalement être différent à la fin de l'épisode. Au début, Gojo dit qu'il ne voit pas pourquoi il doit, en tant que force, se sacrifier pour les faibles, chose pour laquelle Geto lui dit c'est le devoir des exorcistes. Devoir, notion qu'il n'arrête pas de remobiliser dans cet épisode. Geto n'arrête pas de dire encore une fois que c'est un devoir qui l'incombe, et justement, ils en arrivent même aux mains dans ce premier épisode et dans les premières pages de ce chapitre dans le manga. Genre, vraiment, on a l'impression qu'ils ont pris des chemins qui étaient inverses, mais ça se comprend. Gojo n'a aucun counterback par rapport à son pouvoir désormais, et il peut utiliser son pouvoir, et encore plus maintenant qu'il est le plus fort, sans aucun contre-coup, alors que Geto, lui, en souffre véritablement, et ça montre d'autant plus que ils ont évolué dans ce monde, ils ont commencé à comprendre le monde, comment il était véritablement, et ils ne s'y sont pas reconnus. Et ce monde va avoir des effets différents sur l'un comme sur l'autre, et nous allons en parler dans cette review. Mais restons sur l'animation.
j'ai en tout cas moi une impression vis-à-vis de cette dernière, au niveau du dessin, au niveau de comment les lignes sont faites et les formes, ça n'a pas manqué de me rappeler un autre animé ancien, dont Chainsaw Man fait aussi des références, mais les références dans Chainsaw Man sont aussi présentes dans le manga, c'est Devilman Crybaby. Quand Devilman Crybaby est sorti, on a tous un tout petit peu, pas pesté, mais été troublés par l'animation très déstructurée des lignes. Je veux dire, les formes n'étaient jamais véritablement les mêmes, tout cela quand ils étaient au mouvement, et on voit ça dans Jujutsu Kaisen, dans ces derniers épisodes et surtout dans cette saison 2 par moment. En tout cas, c'est mon impression à moi. Je ferai un TikTok par rapport justement à la présence de Devilman dans les studios MAPPA et surtout dans Chainsaw Man, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait encore une part de cela dans cette saison 2 en anime. Maintenant, parlons des personnages, et parlons plus précisément du personnage entre guillemets central de l'épisode, à savoir Suguru Geto. Alors pour Geto, on a enfin la grande scène de son renversement moral, le moment où justement il va switch vers le Suguru Geto que l'on connaît dans les temps présents, plus précisément dans le tome 0, vers le Suguru Geto qui traite les non-exorcistes de singes et qui veut une société uniquement d'exorcistes. Il a fait son choix. Une prise de décision que l'on comprend parfaitement parce que c'est un homme qui se sacrifie en permanence pour des gens qui ne vont absolument rien lui rendre. Alors oui, c'est le devoir d'un héros, mais sur un homme fait de chair et de sang, ça pèse. Geto n'est pas une idée. Geto représente très bien les failles d'un homme qui peut être fatigué, qui peut être seul, qui peut être fragilisé, et surtout que le système a abandonné. Parce qu'il n'y a pas de... Et c'est vrai, c'est une réalité, il n'y a pas de soutien psychologique là-bas. C'est vous êtes les plus forts, montrez que vous êtes les plus forts. Et Geto en souffre véritablement. Et la scène de la douche le montre très bien, parce que c'est un moment où il est totalement abandonné dans ses pensées, et il se rend compte qu'une pensée s'invite en lui, qui est la pensée qu'il est entouré de macaques et qu'il déteste ça. Prenons encore une fois que Toji l'a vraiment marqué, vu que c'est l'expression de Toji de base. Son corps, ses pulsions et son pouvoir l'amènent à rejeter totalement ce monde dans lequel il évolue, mais surtout la morale qu'on lui enseigne. L'amène à rejeter du coup tout ce qu'on lui dit de faire et ce qu'il ne veut pas faire. Parce que Geto, on ne va pas se le cacher, ne veut pas se fatiguer à faire 10 000 missions. On le voit avec ses cernes. Satoru Gojo est devenu le plus fort. De ce fait, les autres exorcistes doivent faire d'autres missions, d'autres ordres, enfin voilà. Désormais, il nous montre qu'il rêve d'un monde où il pourra s'épanouir avec les autres exorcistes plutôt que subir le fardeau de ses responsabilités. Et son échange avec Yuki, de ce point de vue-là, je le trouve très sartrien. Sartre pensant que l'homme se définit par rapport au choix qu'il fait de lui-même, par rapport à un projet de soi, par rapport à une forme d'existence qu'il choisit, plus qu'une naissance qu'il serait déjà au préalable. C'est la fameuse phrase, l'existence précède naissance, pour ceux qui ont fait de la philo, vous voyez de quoi je parle. Bref, Yuki semble le rappeler à un devoir qui lui est nécessaire de tout autre type, qui est arrête de chercher qui tu es, mais choisis plutôt qui tu es. Prends une voie. Ces deux pensées existent en toi, c'est normal, mais ton rôle à toi est de choisir la voie où tu vas te sentir le plus toi-même. Tu n'es pas né avec l'essence d'un exorciste qui va se sacrifier pour les autres. Tu fais le choix dans les trains, ou tu fais le choix de vouloir plutôt changer la société de façon profonde, jusqu'à pouvoir changer la maladie elle-même plutôt que les symptômes. Finalement, Geto, le choix lui revient. Et c'est beau parce qu'il se rend compte qu'il est libre finalement, libre de ne pas adhérer à une morale qu'on lui impose, mais plutôt de chercher une morale qui va plutôt lui correspondre. Et le problème vient encore une fois du système mis en place, parce que la morale qui va lui correspondre correspond à un homme fatigué, à un homme qui en a marre, correspond pas à un homme qui justement est épanoui dans son travail d'exorciste. Il n'y a aucun soutien dans le monde des exorcistes, et les exorcistes le ressentent bien. Il est donc normal qu'une morale qui lui parle est celle où il traite tous les non-exorcistes de macaques. Geto fait le choix de se laisser aller, Geto fait le choix de sombrer. Pas dans la fatigue et la dépression, mais plutôt sombrer dans un système moral qui va lui permettre justement de créer une société d'exorcistes où plus personne ne souffrira d'être un exorciste. Mais dans cet épisode, nous avons aussi une mention spéciale pour un personnage que j'adore véritablement, à savoir Haibara, qui est le binôme de Nanami. C'est le bébou de la saison. Moi, je lui donne le trophée bébou de la saison. Haibara, il est venu, il a pris notre cœur et il est parti avec. Ouais, mais il n'est pas revenu avec le sien, malheureusement. Oui, parce que par son regard candide sur le monde, il n'était pas voué à survivre malheureusement. D'ailleurs, la réponse qu'il donne à Yuki, là on parle plus dans des considérations personnelles, mais je la trouve magnifique quand il dit quel est ton type de fan, une femme qui a un bon appétit, en gros une bonne vivante, une personne qui croque la vie à pleines dents. C'est tellement Haibara. Je l'adore, j'adore ce personnage. Et je trouve qu'un autre personnage fait beaucoup écho à Haibara dans le futur justement, c'est Yuji. Yuji c'est un peu un second Haibara qui est dans le don de soi, mais qui veut aussi être dans une forme d'optimisme et qui veut maintenir son optimisme malgré les événements. C'est ce qui fait que Yuji est un personnage
personnage extrêmement fort. Il veut assumer ses responsabilités, mais en même temps, il veut montrer que le monde, il y a plus que ça et on peut quand même maintenir un sourire face à tout. Et je vais aussi faire une petite vidéo rapide sur Yuji parce que je trouve que ce personnage est souvent lynché alors qu'il est très bien écrit. Et Gege nous le montre très bien à travers son évolution, surtout pendant l'arc Shibuya. Mais ça, vous verrez, je commence à me prendre pour un présentateur de télé maintenant. Et on comprend encore plus l'effet qu'aura la mort de Haibara sur Nanami, lui faisant comprendre d'une part les contradictions du monde des exorcistes, mais aussi l'amenant à retourner vers la finance, comme vous le saurez dans la saison 1. Mais il y a aussi cet élément qui est qu'il reconnaît en Yuji, lui aussi Haibara. Je veux dire, leur dynamique, ne me dites pas que c'est pas la même qui va se créer plus tard. Et selon moi, c'est ce qui justifie le fait qu'il lui survit dans l'arc Shibuya. Mais en parlant de nouveaux personnages, parlons du personnage badass qui a été introduit, c'est-à-dire Yuki. Yuki, quant à elle, brille par sa badassitude. Elle est celle qui part en quête pour comprendre pleinement le monde des exorcistes et surtout le fonctionnement de l'énergie occulte afin de pouvoir trouver un remède à cette maladie de l'humanité que sont les fléaux plutôt qu'à essayer tout le temps de les exorciser, ce qui revient plutôt, comme elle le dit, à soigner des symptômes. Non, Yuki, c'est vraiment l'original, celle qui vit que pour elle-même et ça se voit, elle refuse toutes les missions, mais ça se comprend quand on sait qui elle est vraiment. Je ne spoil pas, mais pour ceux qui ont lu les mangas, vous savez. Non, elle apparaît brièvement dans ce flashback, mais son apparition sera décisive pour Geto. Elle n'est pas celle qui lui fait sombrer, elle est celle qui l'amène à prendre un choix. En fait, elle est le déclic dont il avait un peu besoin, mais qu'il allait faire à un moment ou à un autre, parce que il n'allait pas totalement dépérir, sinon il serait mort, ou sinon il aurait fait son culte. Mais en gros, Yuki est surtout là pour lui donner un moment, une clarté dans ses pensées. Et parlons de cette clarté, notamment avec la scène du village. Geto, calme-toi Geto. Non, je rigole, la scène du village est très bien faite, non mais elle est très bien représentée, elle est très puissante, elle montre à quel point Geto en a marre avec cette scène où il pose son pouce comme ça, il en peut plus, c'est bon, j'ai enlevé les fléaux, c'est bon. Non, cette scène elle est géniale, je l'adore parce que elle montre à quel point on est empathique envers Geto, on le comprend, il n'en peut plus. Il y a deux filles qui sont littéralement en train de se faire lyncher parce que c'est des exorcistes, elles voient des fléaux et tout, et les incultes que sont les non-exorcistes, parce qu'il faut pas dire aux non-exorcistes que les exorcistes existent pour garder une société plus tranquille, ils sont en train justement de la mettre dans une cage littéralement. Alors Geto pète un plomb, Geto n'en peut plus et ça se comprend totalement. Il va même jusqu'à tuer ses parents pour montrer qu'il ne fait pas de distinction entre les uns et les autres et qu'il veut essayer d'élever une société à une société d'exorcistes. Montre encore une fois à quel point le manque de reconnaissance et la méfiance peut amener un homme à changer et à basculer. Et encore une fois, je pense que c'est un miroir de ce qui peut se passer dans des moments critiques dans la société japonaise. Attention, je ne dis pas que la société japonaise n'est que ça, je dis que c'est une réalité qui existe telle que le harcèlement ou autre et que on peut craquer à n'importe quel moment. C'est donc selon moi un épisode qui parle plus du fait de se choisir soi-même et de choisir une voie qui va plus nous correspondre vis-à-vis d'un monde qui a un rapport avec nous potentiellement belliqueux. Là où Geto va choisir du coup de quitter le monde des exorcistes pour créer sa propre société des exorcistes qui elle va glorifier la puissance de ces derniers, Gojo, lui, va choisir la voie de l'enseignement et changer les choses de l'intérieur. Mais restons encore un dernier instant sur le choix de Geto. Le choix de Geto n'est pas mauvais. Il se justifie très bien. Enfin si, son choix est mauvais par les moyens qu'il exerce. Parce que tel Yuki, ce qu'il veut, c'est une société où les fléaux n'existent plus, où plus personne ne souffre. C'est sa finalité. Non, ce que l'on condamne chez Geto, c'est les moyens. C'est-à-dire avoir à commettre des actes très répréhensibles d'un point de vue légal et moral pour arriver à cette fin. Pour lui, c'est des moyens nécessaires et ça se comprend de son point de vue, ce qui fait qu'on trouve que c'est un personnage très bien écrit, mais encore une fois, c'est une condamnation des moyens. Encore une fois, on dit souvent que Toji est l'élément déclencheur dans Jujutsu Kaisen, mais en vérité, Toji n'est qu'une conséquence de ce monde aussi, et en tant que conséquence de ce monde, il va amener par ses actions d'autres conséquences qui vont affecter Gojo et Geto et amener tous les événements que l'on connaît. Et Gojo alors? Gojo est désormais le plus fort. Mais malheureusement, il ne peut aider que ceux qui veulent être aidés. Ce qui fait qu'il se sent incapable par moment et pas si fort que cela, que sa force est inutile. Et il se rend compte que la meilleure façon de changer les choses après que son ami ait été abandonné par le monde de l'exorcisme, c'est de faire en sorte que plus personne ne soit abandonné par ce dernier. Et donc, devenir professeur et rentrer dans un don de soi, lui qui, rappelons-le, au début de la saison, était dans un égoïsme parfait par rapport à la société. Il apprend du coup ses responsabilités en tant qu'être le plus fort. Alors oui, ça fait un peu discours à la Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais le chemin qu'il a parcouru est quand même très intéressant. Surtout que il va voir Megumi après qu'il ait eu sa rupture devant le KFC avec Geto. On en parlera de cette rupture et plus précisément de KFC. Mais non, c'est vrai, c'est pas une blague. Et du coup, il va devenir prof pour, je cite quand même Gojo, empêcher que ce système, encore une fois, ne brime des adolescents dans le fait de vivre tout simplement leur jeunesse.
parce qu'il va empêcher donc l'exécution de Yuta, l'exécution de Yuji. Il veut changer les choses, il est le plus fort, il a le moyen de combattre ce monde archaïque qui fait que les exorcistes souffrent. Ainsi, Gojo devient le professeur qu'on aime tant et il n'arrête pas de le dire, il se bat alors que ses étudiants le regardent. Il se doit d'être un modèle pour les futures générations. Mais parlons de la scène la plus importante de l'épisode, à savoir la scène de la rupture entre Gojo et Geto. Big up au compte KFC sur Twitter qui a su très bien réagir à cela et montrer qu'il était très investi dans Jujutsu Kaisen. Genre vraiment c'est un Satoshi Bustan, c'est incroyable. Mais je trouve n'empêche que c'est pas dénué de sens d'avoir fait devant le KFC et laissez-moi m'expliquer. Il faut savoir qu'au Japon, le 24 décembre pour Noël, KFC est souvent considéré comme un repas de fête pour Noël. C'est un fait. Mais le 24 décembre, ce n'est pas que Noël, c'est aussi considéré comme étant la journée la plus romantique de l'année, à l'équivalent de la Saint-Valentin. Voilà, je pense que vous avez compris, et surtout pour ceux qui ont lu les scans, cette date va revenir, donc vous avez compris. Mappa, on voit ce que vous faites. C'est pas gentil de jouer avec les sentiments des gens, c'est pas gentil. Et voilà, c'était ma petite review sur l'épisode 5 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.